D'abord, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai d'être ici à l'École normale supérieure, dans cet auditorium que je connais bien pour y être venu souvent. Mais c'est toujours un plaisir d'être ici à l'école et d'être à Lyon. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir pu aider à faire venir cette conférence internationale sur les synchrotrons à Lyon. Alors, notre conférence de ce soir sera donc en deux parties. Les deux parties vont avoir en commun d'utiliser un même outil ou des outils similaires, à savoir le synchrotron, et également Robert vous parlera également un petit peu de neutrons. Alors évidemment, tout ça est certainement un peu barbare pour beaucoup d'entre vous, et je suis sûr que quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'un synchrotron, alors on dit ah oui, c'est la machine près de Genève. Alors ça, c'est le CERN, c'est aussi un accélérateur de particules. Et puis on dit ah mais oui, mais on l'emploie en médecine nucléaire. Alors ça, c'est pas le cyclotron, pardon, ce n'est pas le synchrotron, c'est le cyclotron. Et je vais donc consacrer les premières 10 minutes de ma présentation à vous dire en quelques mots, et le plus clairement que je peux, ce qu'est un synchrotron. Alors pendant quelques minutes, je vais vous inviter à vous désincarner, à vous imaginer que vous arrivez de l'espace dans une soucoupe volante et vous découvrez cette Terre que vous ne connaissez pas. Et puis, de haut de l'espace, vous voyez des objets bizarres. Vous allez au-dessus de Grenoble et vous voyez un objet circulaire ici, dont très évidemment, dans une soucoupe volante, vous dites que c'est une piste d'atterrissage pour soucoupe volante. Mais bon, par méfiance, vous faites le tour du monde, vous allez jusqu'au Japon, dans la préfecture d'Hyogo, et vous voyez quelque chose qui ressemble un petit peu, qui est autour d'une montagne, un objet circulaire blanc qui se détache vraiment sur l'ensemble. Vous venez près de Paris, sur le plateau de Saclay, et vous voyez un objet un peu similaire, ici, rond, des objets de très très grande dimension. Et donc votre curiosité vous mène à l'intérieur de ces objets, et nous allons avoir quelques photos pour les découvrir. Ici, nous pénétrons donc à l'intérieur de ces objets circulaires, et vous voyez ici un grand coffrage en béton, avec deux bipèdes qui sont en train de manipuler d'énormes masses de béton qui servent à isoler ce qu'il y a dedans de l'extérieur. Puis, vous continuez à circuler, vous voyez un enchevêtrement de tuyaux, de fils, et les bipèdes ont parfois l'air un peu perplexes devant ce qu'ils voient. Et puis, un peu plus loin, vous allez voir ici, à l'intérieur de ce qu'on appelle une cabane, vous allez voir un autre, je ne dirais pas qu'il a l'air illuminé, mais visiblement, il attend quelque chose qui doit venir d'en haut. Et donc, tout ça, c'est la vie de tous les jours à l'intérieur d'un synchrotron. Alors, un synchrotron, qu'est-ce que c'est? Et à quoi est-ce que ça sert? Un synchrotron, en fait, c'est une source de rayonnement. Elle a été découverte au milieu du XXe siècle aux États-Unis. Et nous avons ici une photo de la découverte des synchrotrons, le premier synchrotron. Et ce qui a été mis en évidence, en fait, c'est que lorsqu'on accélère des particules chargées, et ça, c'est en fait lié à la physique des hautes énergies, qui essaie d'accélérer des particules, les faire se collisionner, c'est ce qu'on fait toujours au CERN, et puis on essaie de comprendre ce que ces particules ont dans le corps. Et en fait, au début, on faisait des accélérateurs linéaires. Donc on accélérait, puis on faisait se collisionner. Évidemment, il y a une limite dans l'accélération qu'on peut faire de façon linéaire. Donc on a pensé que ce serait peut-être intelligent de faire tourner des particules pour les accélérer. Et lorsqu'on a fait ça, on a découvert qu'en fait, un phénomène parasite venait dissiper l'énergie qu'on accumulait. Ce phénomène parasite, c'est ce qu'on appelle le rayonnement synchrotron. Et en fait, lorsqu'on accélère une particule chargée, qu'on la fait changer de direction à l'aide d'un champ magnétique, elle dissipe de l'énergie sous forme de rayonnement lumineux. Une image, ça peut être votre voiture, quand vous prenez un tournant un peu vite, elle dissipe de l'énergie sous la forme d'ondes auditives. Vous l'entendez bien, votre voiture qui fait en tournant, elle dissipe de l'énergie. D'une certaine façon, les électrons, quand ils sont les particules chargées, lorsqu'elles sont déviées, elles émettent un rayonnement électromagnétique de la lumière. Et donc, c'est ce qui est représenté ici. Vous avez un tout petit synchrotron, les électrons tournent, et vous avez
émissions de lumière, scientifiquement on les appelle les photons. Et donc ça c'est le principe de base. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien c'est parce que le rayonnement qui est émis a des propriétés tout à fait particulières. Et en fait pour obtenir ces propriétés, il faut accélérer les particules chargées, les électrons dans ce cas-ci, à une vitesse qui est pratiquement celle de la lumière. Vous savez, on ne peut jamais atteindre la vitesse de la lumière, mais néanmoins, c'est à quelques millièmes de millièmes d'unité près la vitesse de la lumière. Et à ce moment-là, les électrons, ou les particules chargées, mais dans les synchrotrons, on emploie maintenant toujours des électrons, ont un comportement relativiste. Alors, vous vous rappelez Einstein, la théorie de la relativité. Je ne sais pas si vous avez jamais eu la curiosité de lire le livre d'Einstein sur la relativité. Et si vous avez cette curiosité-là, vous verrez que l'exemple qu'il donne est tout proche de ce qu'on a ici. Lui, il prend l'exemple du train. Et il dit, si je suis dans un train et que je jette un caillou hors du train, ne faites pas ça par sécurité, vous avez l'impression que le caillou ne bouge pas. Vous allez, au début en tout cas, il va avancer avec vous. La personne qui est sur le ballast dehors, lui, va voir passer le caillou, zoom devant lui. Et donc, lorsqu'on accélère les électrons à une vitesse proche de la vitesse de la lumière qui est émise va en fait suivre le mouvement des électrons et donc être projetée, non pas de façon uniforme dans toutes les directions, ce qui se produirait si on n'accélérait pas à la vitesse relativiste, mais sous forme d'un cône extrêmement fin, qui se rapproche un peu à ce qu'on obtient avec un laser, mais avec des propriétés plus intéressantes, c'est-à-dire que cette lumière, elle est blanche, c'est-à-dire que le laser, celui que j'ai ici, fait une lumière verte très précise, alors que ce qui est produit par le synchrotron, c'est de la lumière extrême blanche, donc qui couvre toute la gamme du spectre. C'est également une source extrêmement brillante, ce qui permet de tirer, on va le voir dans les applications, énormément d'informations. Alors c'est une lumière polarisée, je donnerai un exemple si j'ai le temps d'utilisation de cette polarisation, mais je vous expliquerai ce que c'est à ce moment-là. C'est également une source pulsée, ça je n'utiliserai pas dans le courant de ma présentation. C'est également une source très stable en position et en intensité. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour faire des manipulations. Alors, la gamme spectrale étendue, vous avez ici une représentation de la gamme spectrale de tous les rayonnements électromagnétiques, depuis les ondes radio jusqu'au rayon gamma. La partie qui est couverte par les synchrotrons comprend en fait toute cette zone dans laquelle on retrouve la lumière visible, les rayons X, qui sont probablement l'apanage des synchrotrons, parce qu'il y a d'autres outils dans cette zone-là, mais il y a des expériences qu'on peut faire qui sont tout à fait uniques. Et vous avez ici ceux qui ont découvert ces différents rayonnements. Un synchrotron, pour donner une idée de grandeur, quand je dis une source brillante, qu'est-ce qu'on entend par une source brillante? Eh bien, si on prend en échelle logarithmique, c'est-à-dire que chaque pas ici est un facteur de 10 fois supérieur au précédent, on a ici la bougie, une lampe électrique, le tube à rayons X que vous avez au niveau de l'hôpital, le Soleil et les sources synchrotrons de première génération, et maintenant celles de troisième génération. On est donc à des milliards de fois, des milliers de milliards de fois plus de brillance que ce qu'on connaît généralement dans la vie courante, comme avec une ampoule électrique. Et donc ça, c'est un élément très important parce que ça permet, d'une part, de diminuer la taille du faisceau de façon à pouvoir analyser de façon les matériaux de façon extrêmement fine, et également de pouvoir pénétrer et d'obtenir une très grande quantité d'informations à partir d'expériences relativement courtes dans le temps. Et nous allons voir que ça a de l'importance aussi. Alors, les sources de lumière, alors chaque fois je vous en montre une autre. La première que j'ai montrée, c'était le synchrotron ESRF à Grenoble. Ceci, c'est la source Diamond de Grande-Bretagne. Le principe, vous avez en fait ce qu'on appelle un anneau de stockage où les électrons tournent pratiquement en permanence, mais il faut les réalimenter de temps en temps. Alors j'ai ici une petite animation qui vous fera mieux comprendre le fonctionnement du synchrotron. Alors je vais me tourner pour vous l'expliquer aussi bien que je peux. Donc au départ, vous avez, en fait, ceci est fait, une animation, donc en fait c'est fait avec les plans du synchrotron de Soleil près de Paris.
on a un accélérateur linéaire dans lequel les électrons sont projetés initialement. Alors, le point de départ, c'est ce qu'on appelle un canon à électrons. Ça peut peut-être paraître effrayant, mais vous aviez tous eu dans vos maisons un canon à électrons à l'intérieur de vos vieilles télévisions à écran cathodique. Et c'est exactement la même pièce qui se trouve être le point de départ des électrons d'un synchrotron. La voilà. Si vous n'avez jamais eu la curiosité de démonter une télévision, vous reconnaîtrez la pièce. Il y a de l'autre côté, là, ce qu'on va voir maintenant, une cathode, ici, qui émet les électrons. Alors, à la différence de la télévision, où vous aviez juste un électroaimant qui dirigeait le faisceau sur l'écran, ici, tout le travail va être maintenant de moduler ces électrons pour répondre aux besoins de la meilleure production de lumière possible. Alors, pour cela, il faut les accélérer. Je vous ai dit qu'il faut les amener jusqu'à la vitesse de la lumière. Donc, vous avez ici cette représentation. Elles sont mises en petits paquets, pour des raisons que je n'aurai peut-être pas le temps d'expliquer. Elles sont alignées, collimatées, de façon à être un faisceau extrêmement fin. Le faisceau est de l'ordre de quelques centaines de microns, donc bien inférieur au millimètre. Et puis ici, il y a un premier anneau dans lequel les électrons vont être accélérés, on appelle le booster. Alors, ils sont accélérés comment? En fait, on leur transmet des ondes de radiofréquence, des amplificateurs radiofréquence. C'est la même chose qu'on emploie dans les antennes de radio-télévision. Et ça, c'est concentré ici dans des cavités. On peut comparer ça au surfeur qui est sur une vague. Ici, la vague, elle est produite par la radiofréquence, et chaque fois que les électrons, en fait, entre guillemets, surfent sur l'onde de radiofréquence, ils sont chaque fois accélérés. Et donc, ils tournent, sont accélérés. Alors, l'accélération, on la mesure en milliards d'électronvolts, c'est une unité d'énergie. Et lorsqu'ils atteignent l'énergie nominale de l'anneau, ici, dans ce cas-ci, 2,75 gigaélectronvolts, à Grenoble, c'est 6 gigaélectronvolts, ils sont injectés dans l'anneau, où là, ils vont tourner, en principe, indéfiniment. À chaque tour, on leur redonne un petit coup d'énergie, puisqu'ils dissipent de l'énergie en tournant. Mais en fait, on en perd aussi un petit peu avec le temps, parce qu'on est dans l'ultravide, mais il reste encore des particules de matière, et s'il y a collision, ça casse. Et alors, lorsqu'on les dévie de leur trajectoire, ici par un électron aimant, les particules chargées sont déviées, et la lumière qui n'est pas chargée, elle continue tout droit. Et c'est elle qui va nous servir à faire les expériences utilisant le rayonnement synchrotron. Alors, on va continuer le tour, on va encore voir quelques éléments. Avec le temps, et c'est ce qui fait maintenant la caractéristique des synchrotrons de troisième génération, au lieu d'avoir simplement une déviation, on a imaginé de faire des trains d'aimants. Alors, ça fait facilement 1 mètre, voire je pense que les plus grands peuvent faire 30 mètres au niveau mondial. Ici, il y en a qui sont sous vide. Et alors, on va en avoir une qui va, entre guillemets, se déshabiller pour nous montrer ce qu'elle a dans le corps. Donc, on les appelle des onduleurs. Et donc, nous avons ici, voilà, les électrons qui passent entre les aimants et qui vont zigzag. Et chaque fois, donc, ils sont déviés de leur trajectoire, ils émettent de la lumière, et ça fait un phénomène d'amplification qui permet de gagner un facteur d'au moins 10 000 en termes de brillance, en termes de la lumière qui est produite pour les expériences. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur le fonctionnement même du synchrotron, et je vais passer à la diapositive suivante. Tout ça nécessite une très très grande stabilité, et je ne résiste pas à la tentation de vous montrer, de vous faire toucher du doigt quand on parle de stabilité, ce qu'on veut dire. Ici, vous avez une position normale du faisceau. Alors, l'unité ici, c'est le micron, le millième de millimètre de précision de position. Et comme vous le savez, nous sommes sur une Terre qui bouge parfois. Et ceci est enregistré à Paris, enfin près de Paris, à 20 km de Paris. Et voici ce qui s'est passé pendant le tremblement de terre au Japon. Donc vous voyez que, alors je pense que c'était une bonne leçon de solidarité sur Terre, qu'un tremblement de terre au Japon a une incidence majeure sur le faisceau d'un outil qui se trouve à l'autre bout de la planète. Je vous ai dit donc, nous avons vu maintenant comment on produisait la lumière. Maintenant, juste un petit mot pour dire ce qu'on en fait de cette lumière.
on fait des expériences. Ces expériences, on les fait sur ce qu'on appelle des lignes de lumière. Chaque fois qu'il y a un élément de courbure ou un onduleur, on a derrière une ligne de lumière qui peut être construite avec trois grands éléments. Un élément qui va conditionner la lumière aux expériences que l'on peut faire. Et ce conditionnement, il est de deux ordres. Il est d'une part en termes de taille de faisceau. Si vous voulez étudier, et ça se fait, hein, par exemple, le synchrotron canadien a une ligne pour étudier les grands animaux. Et donc, fatalement, si vous voulez étudier un cheval et utiliser des rayons X sur un cheval, vous avez besoin d'un flux qui est très très large. Par ailleurs, pour d'autres manipulations, vous pouvez avoir besoin de regarder à l'intérieur de matériaux complexes et vous voulez regarder et analyser des particules qui vont avoir moins que le micron. On parle même de plus en plus, et ce qui se discute au Congrès, de lignes nanométriques, c'est-à-dire de voir un faisceau de la taille du nanomètre. Et donc tout ça va être conditionné par un certain nombre de paramètres, et en particulier la manière dont le faisceau va être traité par des miroirs dans ce qu'on appelle la cabane optique. Et l'autre élément va être la sélection de la lumière par des systèmes de réseau, c'est des équivalents au prisme, qui permet de choisir l'énergie et de la faire varier en fonction de l'expérience. Après cela, il y a une cabine d'expérience qui est ici, où va se mettre l'échantillon. Et cet échantillon peut avoir absolument toutes les formes de la matière. Elle peut être gazeuse, liquide, solide. L'échantillon peut être de très petite taille ou de très grande taille. Vous verrez dans l'exposé de Robert qu'on met tout un objet d'art sur une machine comme ça pour l'étudier suivant ces différents angles. Et puis, une station de travail où se fait le suivi et l'analyse des données. Alors, que fait-on avec cette lumière? En fait, je vais être très rapide là-dessus. La lumière interagit avec la matière. On est très familier de ça. On a un excellent détecteur qui est notre œil. Et on a également, sans le savoir, beaucoup de référentiels qui nous permettent de voir les choses. Tout ce que le synchrotron fait, c'est de nous permettre de voir à des énergies que notre système visuel n'est pas capable de percevoir, et d'autre part, avec des dimensions également qui ne sont pas celles auxquelles nous sommes habitués. Alors, il y a les différents types d'expériences qu'on peut faire, sont des expériences de mesure de transmission de la lumière, comme à travers une vitre ou à travers un vitrail, vous voyez des couleurs, c'est lié à des phénomènes de transmission. Il peut y avoir excitation des électrons et puis éjection de ces électrons, ce qu'on appelle la photoémission. Il peut y avoir des phénomènes de fluorescence. On a tous vu des phénomènes fluorescents quand on va dans une discothèque et qu'on a les lumières UV, on voit de la fluorescence. On peut également les mesurer et les suivre. On a le phénomène de diffusion. En fait, c'est probablement le phénomène auquel nous faisons le plus appel. C'est ce qui nous permet de reconnaître les matériaux, reconnaître les objets. Et puis, un phénomène un peu particulier qui est la diffraction, qui permet en fait de voir s'il y a un ordre intérieur et d'obtenir la structure interne de matériaux ordonnés. Donc en fait, sur le synchrotron, on va s'intéresser à tous les domaines de la science qui sont concernés par de la matière. Alors vous avez la liste ici, sciences de l'environnement, physique, géophysique, médecine, matériaux anciens, nanotechnologie, sciences des matériaux, chimie, biologie, etc. Et donc, je vais vous dire quelques mots sur les aspects sciences de la vie et de la santé. Et Robert vous parlera de l'application aux matériaux anciens et aux matériaux du patrimoine. En sciences de la vie, le domaine qui a le plus bénéficié, en tout cas initialement, de l'apport du synchrotron, c'est ce qu'on appelle la biocristallographie. La biocristallographie permet de voir à l'échelle atomique les structures des molécules et des macromolécules qui composent les organismes vivants. Comment est-ce que ça fonctionne? Si je peux avoir l'animation. Non? Alors. Voilà. Donc en fait, on a un cristal qui, sous l'effet de la lumière, va diffracter, donc va donner des tâches, c'était un peu vite là, qui sont analysées et puis quantifiées au niveau informatique. Donc vous avez ici donc une série de quantifications
et puis ceci est traduit dans un profil de densité électronique qui permet en fait de remettre toute la chaîne, ici c'est un polypeptide, à l'intérieur de cette enveloppe, et donc de déterminer à l'échelle atomique en fait la position de chaque atome au sein de cette macromolécule. Donc j'étais un peu vite, je m'en excuse, mais je voulais arriver à l'application. Alors l'application, ici, nous avons quelqu'un que plusieurs d'entre nous connaissent, qui est Madame Ada Yonat, qui vient d'Israël, mais ici il est en train de travailler à l'ESRF à Grenoble. Vous avez ici Venki Ramakrishnan, qui travaille en Grande-Bretagne, et puis ici Thomas Steitz, qui travaille aux États-Unis. Ces trois chercheurs ont en commun d'avoir passé la plus grande partie de leur vie de scientifique à essayer de comprendre la structure d'une molécule, d'un ensemble de molécules, d'un complexe de grande dimension qui se retrouve avec des formes diverses dans tous les organismes vivants et qui est en fait l'usine cellulaire à faire des protéines, qui s'appelle le ribosome. Ils ont en commun aussi d'avoir partagé en 2009 le prix Nobel pour avoir résolu la structure du ribosome. Et je vais vous donner quelques vues sur le ribosome. Tout d'abord, la structure cristallographique telle qu'elle a été déterminée par ces trois chercheurs. Ils ont mis bien des années. Moi, j'ai fait la connaissance de Dayonat en 1995, je crois, et elle travaillait déjà là-dessus depuis 15 ans. Elle a eu le prix Nobel en 2009. Donc, c'est vraiment le travail de toute une vie que de montrer cette usine. Alors, évidemment, ici, on a une vision très statique. Il faut voir que c'est vraiment un objet de très grande taille, totalement asymétrique, donc d'une très, très grande complexité. Et en fait, la meilleure comparaison, c'est de dire que ce ribosome, c'est une nano-usine. C'est une nano-usine qui va traduire le message de l'ARN que vous voyez ici, va le traduire, et puis va choisir les morceaux qui vont venir. Alors ici, ça va passer assez vite, hein. Vous avez en fait tout un mécanisme ici de transfert, de ce qu'on appelle les ARN de transfert, où les acides aminés sont juxtaposés l'un à l'autre, alignés en fonction du code qui se trouve dans l'ARN, qui lui-même vient du génome. Et donc cette mécanique, grâce à cette structure, a pu être détaillée dans ce qu'elle a de plus intime du point de vue mécanistique. Et ceci est une animation qui a été préparée par l'équipe de Venki Ramakrishnan. Alors, je ne vais pas vous la montrer au complet, c'est un petit peu long, mais vous voyez que vous avez, en fait, ce n'est pas un objet statique, c'est un objet dynamique qui évolue. Qu'est-ce que ça a comme intérêt? Qu'est-ce que ça a comme intérêt? Eh bien, le ribosome est, d'une part, ceci, c'est ce qui a été déterminé, c'est le ribosome bactérien. Et le ribosome bactérien a été une cible potentielle d'antibiotiques extrêmement importante parce que ce ribosome est foncièrement différent de celui qu'on retrouve chez les eucaryotes, donc notamment chez l'homme. Et donc, ce qu'on cherche à faire à partir de cela, c'est la recherche de nouveaux médicaments, de faire ce qu'on appelle du drug design, la conception rationnelle des médicaments, pour interférer avec le fonctionnement. C'est un peu un principe de guerre qu'on connaît malheureusement trop bien, c'est que si vous voulez bloquer un pays, il faut viser ses centres de production. Le centre de production de la cellule, c'est le ribosome. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est étudié actuellement. C'est une recherche qui continue. Ici, il y a un travail qui a été fait le printemps dernier, publié le printemps dernier, sur les différents éléments du ribosome. Ici, ça a été fait par une équipe de l'École polytechnique au synchrotron-soleil. D'autres objets de grande taille peuvent être étudiés. Je mentionnerai rapidement les virus. Les structures de virus sont déterminées dans leur ensemble, surtout s'ils sont symétriques, c'est plus commode. Ici, dans le cas que je montre ici, c'est le virus du chikungunya. Vous vous rappelez peut-être de la pandémie de chikungunya, qui n'est pas finie d'ailleurs, elle se retrouve actuellement en Inde. Ces éléments structuraux permettent d'orienter les actions antivirales et en particulier la préparation ou le choix
d'épitopes pour la formation d'anticorps et pour l'immunisation. Ça a été publié donc, parce qu'il y a tout un processus, et ce qu'on essaie aussi de comprendre, c'est comment les virus rentrent à l'intérieur des cellules, et c'est un travail qui a fait la couverture du journal Nature, qui est le grand journal scientifique international. Dernier exemple que je vais donner dans le domaine biomédical, c'est la stéatose du foie. Alors la stéatose du foie, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'accumulation de graisse dans un foie. Quel est l'intérêt du travail ici et quelle était la motivation de l'équipe qui s'est lancée là-dedans, qui est une équipe d'anatomopathologistes, de gens qui sont en contact direct avec l'analyse pour les patients? Eh bien, quand on fait une greffe de foie, on veut bien sûr que le foie soit de bonne qualité pour le récipiendaire et donc qu'il n'ait pas ces accumulations de lipides qui peuvent mener à des lésions qui seraient bien sûr au détriment du patient. Ici, vous avez une analyse par coloration classique, et ici, vous voyez ce que le mieux de ce que les anatomopathologistes ont pu avoir avec les méthodes classiques. Grâce à l'énergie du synchrotron, utilisant la microscopie infrarouge ici, on peut en fait, on quantifie chacun de ces pics ici, pixel par pixel, et en couleur ici, on montre les concentrations des différents types de lipides, des différents éléments des lipides. On peut également faire les protéines, les ADN, etc. Et donc, ça permet d'améliorer le diagnostic. Et donc, c'est un diagnostic qui a été très sensiblement amélioré. Pour vous donner une idée, voilà ce que les techniques classiques donnent. Alors ici, vous avez une analyse très précise des lipides, mais ça n'est pas faisable sur un échantillon dans la clinique pour des raisons techniques. Et donc, on se base sur l'analyse pathologique et vous voyez que la très très grande variabilité des points, alors que la réjection du projet de transplantation se fait sur la base, en principe, tout ce qui est au-dessus de 60% de stéatose doit être rejeté, et c'est seulement quand on est en dessous de 30% qu'on peut accepter. Et vous voyez que ici, vous avez de 0 à 100%, vous voyez la variabilité, le diagnostic n'était pas vraiment fiable. Alors sur synchrotron, on a pu montrer qu'on améliorait très sensiblement, on arrivait à 5% à peu près de variation, je vais vous montrer dans un moment, mais c'est très bien. Mais le synchrotron, il n'est pas à côté de votre hôpital. Et un foie qui va être greffé, il faut déterminer en 1 heure si on peut le greffer ou pas. Donc, ce n'est pas bon non plus. Et donc, ce qui a été fait, et c'est par là que je terminerai la partie scientifique, c'était, avec les informations qui ont été glanées au niveau des synchrotrons, le ramener sur un instrument et avec des logiciels adaptés en fonction, puisqu'on sait ce qu'on cherchait, et Paul Dumas, qui est dans la salle ici, a été tout à fait moteur dans ce projet, puisque c'est sur sa ligne que ça a été fait, sa ligne au synchrotron. Et c'est ce qu'on obtient. Vous avez ici l'analyse quantitative avec les méthodes classiques, et ici l'analyse telle qu'elle est obtenue une fois qu'on savait ce qu'on cherchait et qu'on l'a adaptée à un instrument qui, lui, peut être mis en salle d'opération. Je pense qu'il va être mis en salle d'op dans le mois qui vient, d'ici 2 mois. Donc c'est vraiment un aller-retour entre la compréhension des phénomènes, le retour vers le patient et vers l'hôpital. Je pense que c'est vraiment une très bonne leçon pour ce qu'on peut faire au sein des synchrotrons. Et donc, grâce aux outils précis d'analyse qui ont été développés, un outil utilisable en clinique a été mis au point. Alors, je vais sauter ceci, c'est une très très belle manip, mais je n'aurai pas le temps de rentrer là-dessus, mais simplement pour montrer qu'on sort de la vie sur Terre et qu'il y a des expériences qui ont été faites pour comprendre la source de la chiralité. Alors, les acides aminés, ils sont gauche ou droit. Et la vie sur Terre est faite uniquement d'acides aminés de la forme gauche. Alors, pourquoi on sait que les acides aminés, la Terre a été ensemencée d'acides aminés au moment de sa formation. Et l'idée était de dire, est-ce que on sait qu'il y a dans l'espace interstellaire des zones dans lesquelles la lumière est chirale, elle tourne sur elle-même, est-ce qu'elle peut produire des acides aminés chiraux? Et en fait, la réponse est oui. Alors, je saute ici
le design expérimental, simplement pour montrer ceci. En fait, grâce au fait que le rayonnement du synchrotron est chiral, lui-même, on peut le faire tourner dans un sens ou dans l'autre, je ne vais pas vous expliquer comment, on a pu montrer que, de fait, et c'est une hypothèse qui était dans la tête de beaucoup de gens depuis longtemps, mais on n'avait jamais pu le montrer, de fait, on peut induire un biais chiral vers des acides aminés gauche ou droit, suivant la chiralité de la lumière qu'on utilise. Et on revient donc à l'espace, et je terminerai ma dernière diapositive, Jean. Non, il y en avait une avant-dernière, ceci a fait beaucoup de bruit au niveau des journaux. Vous reconnaissez ici un journal de l'après-midi dont a été tirée une caricature que je ne commenterai pas, mais si vous savez lire, vous pouvez la lire. Et puis ici, donc, je reviens au synchrotron. Ça attire l'art. Ici, c'est le 8e art qui s'est intéressé au synchrotron. Et une des choses qui a frappé le dessinateur quand il est venu, c'était le fait que pour éviter les vibrations, on voit vraiment quelque chose de très stable, c'est construit sur 600 pieux qui sont enfoncés à 15-20 mètres dans le sol. Et il a imaginé que dans quelques centaines d'années ou quelques millénaires, on se demandera à quoi servaient tous ces poteaux. Et sa vision, en fait, nous ramène à nos extraterrestres de tout à l'heure, puisque, en se demandant ce qu'étaient ces vieux poteaux enfoncés dans le sol près de Paris, ils ont bien sûr tout de suite compris que c'était un temple de la lumière. Je vous remercie.